YouTube, Japon depuis 9 ans. Je commence en août 2015. Août 2015. Aujourd'hui j'ai 3 employés. Honnêtement j'ai une très grosse exigence. Je connais personne qui monte plus vite que moi. Il y a une phrase toute bête mais les viewers ne savent pas ce qu'ils ont manqué. Ils demandent, ils appellent, ils négocient, terminé. On a tourné à balle, à balle, à balle, à balle, à balle. Trop content. Ok. Aujourd'hui je suis le numéro 1 sur YouTube Japon. C'est destructeur as fuck hein. C'est pour ça, effectivement, mon corps a craqué, il a craqué fort en plus. Donc moi j'ai le saint pouvoir de pouvoir dire le Japon, dire ouais le Japon c'est trop bien. Mais j'ai aussi le saint pouvoir de dire bah le Japon parfois c'est de la daubasse. Je suis avec Jamy et Louis. Bonjour, Bienvenue sur le plateau bonjour, Pop bonjour. Corner. Je suis désolé, j'ai même pas pu annoncer quoi que ce soit là. Non, mais je débarque comme ça. C'est vrai que je connais pas du tout quelqu'un qui est présent ici. Non, bah non, du coup, bah voilà. Hier on était littéralement à la salle en train de pousser Oui, là, on faisait a vu les n'importe stories. quoi. Bienvenue sur le plateau Pop Corner. Voilà, Merci beaucoup. première fois qu'on reçoit. Donc, on pose souvent la question salut, tu peux te présenter ce que tu fais. On va considérer qu'ici à la Japan Expo, les gens ils te connaissent, ils connaissent à peu près ton contenu. Très rapidement, on va dire YouTube, Japon depuis 9 ans et je suis à moitié japonais. Voilà, C'est le vrai. manga Kimen qui est pas sorti, il est là. Là, c'est exclu, la couverture Japan Expo spéciale. En fait, c'est encore plus. En fait, je me suis rendu compte avec l'éditeur et aussi la mangaka. Cette version est plus collector que les précommandes. Ok, Parce que non seulement il y a la couverture, on va dire qui est imprimée, je crois 1000 exemplaires. d'accord. Et surtout qu'en fait, c'est la première version de la version librairie. Ce qui fait que en fait, la couverture juste ici, c'est la couverture librairie qui est spoilée du coup. Ok. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler quelle année tu te lances à faire des vidéos sur YouTube? Je commence en août 2015. Août 2015. Et Donc- ça fait du coup bientôt 9 ans. C'est marrant parce que je suis allé voir JDG il y a pas très longtemps. Et tu sais, Oui. JDG, la vidéo des 10 ans, blabla, etc. Le truc, c'est que quand j'ai commencé, je crois que ça faisait déjà 4-5 ans qu'il était là. Plus le temps avance et plus l'écart, en fait, il devient négligeable. Et du coup, la dernière fois, quand elle avait bouffé, tu vois, il me disait, toi, ça fait combien d'années déjà? Et puis je lui ai dit, bah, ça fait 9 là, bientôt 10. Il me disait, quoi? Tu sais, genre vraiment, c'est. Déjà Non, mais vraiment, Ouais, c'était ouais, le. ouais. Quoi? Tu sais, c'est vraiment le tonton qui revoit le gosse, tu sais, il pense qu'il a encore 9 ans, il revient, il a déjà un travail. Il a bien grandi. Mais c'est vraiment ça, hein. C'était vraiment cette impression complètement. À quel moment tu commences à dire ok là je fais tout de A à Z, écriture, montage, etc. À quel moment tu commences à dire ok là faut que je structure quelque chose? Est-ce que c'est dès le début? Est-ce que c'est assez tôt, au bout d'un an ou deux, tu dis ok je vais commencer à structurer? Le premier truc c'est d'avoir des monteurs, mais t'es pas vraiment en structure dans le sens où c'est juste des prestataires, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu différent. Aujourd'hui j'ai 3 employés. Bon, en vérité j'en ai 2 parce que, mais on va dire voilà, tu peux dire j'ai 2 employés et ça n'a rien à voir en fait entre quand t'es prestataire ou quand c'est ça. C'est en fait si tu veux c'est la différence où le prestataire, on va dire si il se passe une dinguerie, le mec il dit bon bah finalement voilà capoute quoi. Ouais. L'employé tu vois tu peux pas faire ça. L'employé tu lui dis la vidéo elle sort samedi. Eh c'est samedi mon pote. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit prête. En vrai mon monteur avec qui je travaille, j'ai commencé à bosser avec lui je crois assez tôt hein. Je crois en 2019 un truc comme ça. Ok, donc J'ai commencé à bosser avec lui. Et vraiment le tournant structure où j'ai commencé à avoir des employés etc c'est 2021. Ok, donc finalement c'est assez récent, juste post-Covid quoi globalement. Ouais post-Covid globalement c'est ça exactement. Dans ton process de recrutement, est-ce que tu es quelqu'un d'hyper exigeant? Est-ce ouais, que Honnêtement j'ai une très grosse exigence parce que il y en a beaucoup qui pensent être bons. Ouais. Je vais être honnête, hein. Il y en a beaucoup qui pensent être bons, qui ne le sont pas. Et il y en a beaucoup aussi qui sont bons, mais qui n'ont jamais vécu des contraintes de timing et qui sont excessivement lents. Il y en a beaucoup qui sont plus chauds que moi techniquement, tu vois, qui savent aller plus loin avec des After Effects et compagnie. Mais par contre, en termes de vitesse pure, mais en fait, ça se voit que bah, moi, j'ai dû pondre une vidéo entre guillemets toutes les semaines pendant un moment. Et eux, bah, c'était au projet, et tu vois, ça respire très longtemps. Et il y a des moments où on me dit, en fait, j'envoie des tests. J'envoie une vidéo, je dis ça, en combien de temps tu penses que tu pourrais le monter? En leur donnant la vidéo finale, et parfois ils me lâchent des 3 jours, 4 jours, là où moi je mettrais 8 heures quoi. Ok. Aujourd'hui moi je suis exigeant et je pense que celui qui est encore plus exigeant que moi c'est mon monteur principal. Ok. Je fais en sorte que lui ça devienne progressivement un chef monteur et qu'on ait au moins 2 personnes en dessous qui fassent on va dire le travail de dérochage et des choses comme ça et lui qui fasse vraiment tout le fignolage mais ce qui donne vraiment l'âme à la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des étapes en fait dans le montage quand tu dérushes ou quand tu mets des illustrations etc. Donc ça c'est on va dire assez grossier entre gros guillemets. Et après en fait le fignolage avec vraiment les sound effects placés au bon moment, la bonne musique, le bon timing, gérer on va dire le son qui monte, qui descend etc. Ça c'est, je vais être honnête hein, même Emeric mon monteur est meilleur que moi là-dessus. Il y a beaucoup de trucs, les derniers détails c'est moi. Il n'y a aucune vidéo qui est postée sans que j'ai mis du montage dedans.
toutes les sponsors, ça se passe pour des questions plus techniques, mais toutes les sponsors maintenant c'est plus moi qui les monte. Parce que comme il y a des échanges à faire, en fait c'est chiant. Tu vois, en gros il me donne la vidéo en dur, mon monteur. Donc du coup imagine le sponsor il dit ouais tu pourrais changer le logo pour ça, tu vois. Bah en fait moi je dois redemander au monteur de me donner le truc, enfin c'est un peu galère. Donc vaut mieux que je fasse moi-même parce que ça ira plus vite. Moi je suis le connard qui travaille sur Final Cut Pro. C'est marrant mais je trouve que Final Cut Pro tu vas peut-être moins loin qu'un Premiere. Par contre si tu le maîtrises vraiment tu peux aller à une vitesse. Je connais personne qui monte plus vite que moi. Mieux que moi il y en a, mais plus vite sur un truc donné, je connais pas. Et ouais, voilà, je me la pète. Tu fais toujours tes miniatures aussi? Oui, très important. Alors maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un mini maker, mais c'est un technicien. Ok. C'est-à-dire que je lui dis quoi faire au truc près, et il exécute. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que moi, avec un de mes employés qui s'appelle Simon, qui dessine très bien, qui est mon bras droit, on va réfléchir à une idée de miniature. Imaginons par exemple, j'ai besoin que je sois torse nu, avec un tatouage sur le pectoral, et une chaîne on va dire un peu style tu vois esclave sur le cou, tu vois. Techniquement moi je vais avoir du mal à le faire correctement, proprement. Lui aussi tu vois c'est peut-être pas son, enfin il peut le faire mais c'est pas son fort. Par contre j'ai un gars pour les miniatures, tu vois, en fait on lui envoie un dessin précisément de ce que je veux avec toutes les assets, on va dire toutes les assets qui me concernent, donc mon visage etc. Et il va se charger de faire une miniature et il est très bon là-dedans. Par contre si je lui dis voilà le thème de la vidéo, voilà 2-3 têtes, fais-moi une idée, ça marche pas. Ça marche pas. L'idée, il faut que ça, c'est compris ça maintenant. L'idée de la miniature, il faut que ça vienne de moi. Et il faut que le mec, ça soit un exécutant et un. Ouais, c'est ça. En fait, il transforme le dessin en réel. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a dit ok, maintenant je peux passer du prestat à l'employé? Quand tu commences à dépendre de trop d'un prestat, t'as envie de le loquer. C'est aussi simple que ça. Tu te dis ok, il est celui-là. Tu te dis lui, il est bon, il est très très bon. Si demain il me claque entre les doigts, ça va me faire chier. Donc tu le lock et puis voilà, c'est comme ça. Après je veux dire il peut partir hein, mais c'est juste que s'il veut partir il y a un préavis, il y a un truc, tu vois, t'as le temps de trouver d'autres solutions. T'as le temps de t'organiser. Avec un prestat, ça t'est arrivé qu'on te fasse du jour au lendemain non? Moi ça m'est arrivé, j'ai eu une énorme dinguerie avec un prestataire une fois. En fait moi généralement le vendredi je demande tout va bien parce que la vidéo elle sort samedi. Du coup vendredi matin j'envoie toujours, souvent un message de tout va bien, la vidéo, timing, on est bon, c'est la PLS, c'est quoi, comment ça se passe, tu vois. Et la personne m'a répondu ouais nickel. Samedi, pas de nouvelles. J'appelle, machin, que dalle. Aucun. Enfin, genre autruche. Et dimanche soir, ça m'envoie un message. Ah ouais, finalement, j'ai pas eu le temps, machin, etc. Je dis, bah c'est fini. Ouais, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Je peux pas faire confiance, c'est terminé, tu vois. Je suis très exigeant envers moi-même aussi sur plein de trucs, tu vois. C'est pour ça aussi que j'hésite pas à aller être chez les autres aussi. Le montage, ça va encore, mais j'ai d'autres domaines où je me dis, putain, si c'est pas moi qui le fais, soit c'est pas fait, soit c'est mal fait. Tout ce qui est cadrage, etc., ça c'est toujours toi ou avec des gens que tu connais ou Cadrage, ça dépend de la vidéo. Bah, si c'est du studio ou quoi, ça c'est moi pour séduire, c'est le trépied quoi, y a rien. Sinon j'ai un gars qui s'appelle Rodolphe, qui est youtubeur et qui est aussi aujourd'hui prestataire cadrage, qui est très bon, on travaille très bien en bon binôme ensemble. Maintenant il sait c'est quoi mes exigences en termes de tournage YouTube. Il sait que c'est des moments où ça respire pas. Globalement quand on tourne, moi j'ai une idée de à quoi ressemble la vidéo en permanence. C'est pas un super pouvoir, hein. Tout le monde fait ça en tant que youtubeur. Quand on tourne le truc, on s'imagine déjà la vidéo être en train d'être montée et qu'est-ce qu'elle va rendre en fait. Donc du coup je réadapte ça, etc. J'ai plein de stratégies pour stabiliser on va dire les vidéos. Je travaille beaucoup avec lui parce que aussi il a la grosse compétence de pouvoir parler japonais et français. Et ça c'est très important finalement dans le milieu parce que même s'il va pas forcément parler beaucoup japonais dans le truc, tu vois, le fait qu'il puisse le comprendre, qu'il puisse le parler éventuellement, c'est un énorme plus quoi. Du coup maintenant j'hésite pas carrément à le ramener, j'hésite pas à lui payer des billets d'avion pour qu'il vienne au Japon, tu vois. Là par exemple on était ensemble pendant 10 jours, je lui ai prévenu, je lui ai dit mec là c'est 10 jours très peu rigolo là. Et on a tourné à balle. Et ce qui est bien c'est que tu vois le mec il est motivé, il a un sens artistique aussi. Ça c'est quelque chose que beaucoup de gens manquent parfois. C'est des exécutants, tu vois, dans le sens où tu leur dis de faire le truc, ils te le font. Tu dis rien, ils font rien. Et ça c'est un peu frustrant parfois, tu vois, dans ce genre de milieu t'as envie de dire putain mais en fait t'es un robot quoi. Et ce que j'adore c'est quand par exemple tu vois je donne une idée, le mec il me dit je pense que techniquement là je vois ce que tu veux faire mais c'est chaud, faudrait le faire dans ce sens là etc. Moi je dis bah c'est toi qui es devant la cam, la fin je suis derrière la cam, vas-y tu vois. Mais quand même j'ai quand même une cam hein, même dans ce genre de moment. Je suis pas non plus en mode je suis pas non plus en mode branle-couille, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup de tournages maintenant, c'est vraiment des énormes prods, t'arrives, c'est pied sur la table comme ça, t'attends que tout se fasse. Et c'est terminé. Moi j'ai pas des tournages comme ça parce que c'était pas des tournages divertissement, c'est plus des tournages où il y a des personnes et tu vois elles font des choses, t'as raté ce qu'ils faisaient, ils vont pas la refaire. Et ça au début il était un peu perturbé par ce truc là et je lui ai dit en fait t'as raté le truc, c'est chiant mais faut vite passer à autre chose et c'est pas grave parce que il y a une phrase toute bête mais les viewers ne savent pas ce qu'ils ont manqué. Complètement. On peut pas le savoir en fait. Par contre
Si toi tu bloques là-dessus mentalement et que tu passes pas à autre chose et tu chopes pas un autre truc, bah ça marche pas quoi. Et ça c'est la grosse différence entre les prods YouTube et les prods télé, je pense. Bah, ouais, t'as mentionné plusieurs fois que tu bossais pas avec des grosses prods, tu faisais pas des contenus à la MXM, etc. Non. Par contre, depuis assez peu, tu bosses avec des fixeurs. C'est quoi un fixeur. Un fixeur. Juste un. C'est quoi le rôle de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles te permettent que tu pouvais pas faire avant? Alors lui en l'occurrence, énormément de choses. Alors il y a fixeur et fixeur. Hein. Il y a le bon fixeur. C'est le tien, c'est ça? C'est ça, c'est le mien. Il est très très bon. Et le mauvais fixeur. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai accepté il y a un an un tournage télé et avec une boîte de prod, machin, etc. qui voulait faire un documentaire sur les yokai au Japon. Okay. D'habitude, je refuse ce genre de truc, mais systématiquement parce que ça prend beaucoup trop de temps. Et moi, c'est un temps que je peux consacrer, mais beaucoup plus intelligemment. Là, je l'ai accepté parce que j'avais vu un documentaire Arte qui s'appelle Gacha Gacha, où ils avaient eu les autorisations de faire plein de trucs. Et je me disais, mais comment ils font? Moi, j'envoie des mails, j'envoie des trucs. On me pisse dessus hein, pour être gentil, voilà. Et en plus, il y a toute la logistique japonaise qui est extrêmement chiante. C'est-à-dire que dès le début, ils savent que c'est non, mais ils vont bien attendre 2 semaines avant de te le dire pour faire semblant d'avoir réfléchi. C'est très frustrant parce que tu perds du temps avec des fausses solutions. En plus, le mec, j'avais rencontré le producteur, enfin le réalisateur de ce documentaire, et le mec, il parlait pas japonais, tu vois. Du coup, je me dis non, mais il y a forcément, il doit me manquer une pièce du puzzle, tu vois. Carte magique. Exactement. Donc j'ai attendu. Et j'ai fait ce tournage-là, et c'est là où j'ai rencontré le fixeur qui s'appelle Chikuma-san, et derrière qui était la boîte de prod qui s'appelle DMBZ, qui est du coup une boîte japonaise, mais gérée par un Belge. Et du coup, tu commences à comprendre là où ça va, l'histoire, c'est que forcément, c'est pour ça que toutes, mais vraiment quasiment toutes les productions télé françaises ou belges qui sont faites au Japon, ça passe par cette boîte de prod. Donc tu peux en fait, typiquement, c'était Jace, le réalisateur producteur, on va dire, sur le documentaire télé que j'ai fait. Très très cool comme mec, adorable. Vraiment, c'était des conditions de tournage mais magnifiques. Un mec qui adore de la bonne bouffe et tout. Franchement, c'est trop cool, tu vois. Et du coup, j'ai vu comment il travaillait avec Chikuma-san, mais j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres fixeurs par moment. J'ai vu il y en a qui c'était des branques, tu vois. Donc je me suis dit, ok, il y en a qui sont bons, il y en a qui voilà. Hein. Et Chikuma-san, j'ai gardé son contact, etc. Et au début, je parle d'idées de vidéos, etc. que je veux faire. J'ai même rencontré du coup le patron de la boîte de prod, etc. qui s'appelle David, qui est lui aussi, on va dire, une sorte de fixeur aussi quand il faut, quand c'est sur les gros projets. Et je vois les mecs, ils arrivent à débloquer des trucs de malades. Moi, je me souviens, c'était le jour où on était arrivé sur Yakushima. Je sais pas si tu vois, c'est l'île là où il y a eu les inspirations Ghibli, etc. On arrive un jour. Le soir, on discute un peu avec les gens de l'hôtel. Il y a un truc ils disent ah ouais, il y a une école et tout, si vous voulez machin, blablabla, peut-être passer là-bas, etc. Et le lendemain, on arrive à rentrer dans l'école, interviewer un professeur dans une salle de classe. Je me dis mais c'est incroyable. Mais ça normalement, mais jamais en fait. Même si tu dis bonjour télé française, jamais tu peux faire ça en fait. Du coup, je me suis dit ok, ces gars-là, ils sont vraiment bons en fait. Donc du coup, je leur ai parlé d'idées de vidéos que je voulais faire et les mecs m'ont dit ah ouais, facile. Sauf que moi, tu sais, je m'étais déjà heurté plusieurs fois à des blocages et je me dis les mecs, ils me disent ça, bon, ils ont l'air de me prouver que c'est vrai, mais vas-y, on va voir. J'ai mis un peu de temps avant de les contacter parce que forcément, tu sais, j'y crois tellement pas, tu vois. Je me dis ouais, ils vont voir que c'est YouTube, les mecs, ils vont me dire arrête de faire foutre, voilà. Et le premier truc qu'on a fait, c'était, je me suis dit, c'est la copine de location. Déjà, je vois comment il travaille, le mec, il m'envoie un truc sur Notion. Tu sais, ultra cadré, clac, 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 les profils, les dates, etc. Machin. Et moi, j'ai une chance sur un truc, c'est que j'ai dit le budget, franchement, je suis large. Je lui ai dit frère, je suis large. Moi, je veux juste avoir une journée, je veux ça. Une journée, on peut la filmer. Je veux pouvoir faire ça. Le mec, il a dit ok, pas de souci. Il a tout fait nickel. Et donc ça, il a un énorme travail lui de pré-prod où il est très très bon. Et aussi, c'est pendant le tournage. Ce qui est bien, c'est qu'il me permet aussi de tanker des personnes qui pourraient être un peu relous. Parce que moi, si tu veux, je suis devant la caméra. Enfin, je suis devant la caméra et je dois aussi être un peu derrière. Donc j'ai pas le luxe d'être en plus en train de discuter avec le responsable qui veut entre guillemets 2-3 informations. Et lui du coup il va tanker ce responsable avec qui il va discuter, etc. Même si bien sûr il veut pas faire chier ce responsable. Mais c'est juste qu'il est là quoi. Et bon, forcément plutôt que ça soit un bâton, s'il y a quelqu'un pour discuter avec lui, pour lui expliquer, etc. C'est beaucoup mieux. Tranquille pour l'instant. Je suis tranquille. Et il y a un autre truc aussi, c'est il s'occupe de tous mes déplacements. Par exemple, quand on avait fait la voiture, la copine de location, ça se voit pas en vidéo, mais en fait on a pris la voiture très souvent.
en fait, pour nous déplacer de lieu en lieu. Et c'est vrai que tu vas pas faire prendre à la fille le métro en permanence, la gare, sortir de la gare, etc. Les caméras, c'est trop chiant. Et ça, c'est un gros plus quoi. Donc ça, c'était le premier tournage. Ça s'est super bien passé. Même pareil, tu vois, on était un peu limite en termes de temps, tu vois, en mode oh, putain, il nous manque 1 heure, blablabla. Moi j'étais en mode putain, c'est vraiment la merde. Lui il a dit pas de problème. Il demande, il appelle, il négocie, terminé. Et j'étais en mode waouh, ouais, c'est très cool en fait. Hein. Donc j'ai fait ça. À partir de là, j'ai pu commencer à faire d'autres trucs, même un peu moins gros, tu vois, mais louer un supermarché. Louer un supermarché pour lui, c'est tranquille. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, il découvre le fonctionnement de comment fonctionne le système YouTube. Ouais, bien sûr, c'est ça. Qui est très différent. Il en avait pas eu avant ? Jamais. Il en a jamais eu. Et il dit c'est très intéressant parce que lui, il préfère largement, il m'a dit. Parce que d'habitude, il a l'habitude des sets où il y a 40 personnes. Oui. Et lui, on lui demande la lune au dernier moment, tu vois. C'est-à-dire qu'il dit oh, finalement, t'as 10 figurants en plus là pour cet après-midi. Tu vois, on lui demande des trucs comme ça tout le temps. Donc le mec, il a l'habitude de ça. Donc moi, quand je lui dis on peut avoir 1 heure de plus, vraiment, c'est facile. Il fume sa clope. Il dit oui. Tu vois, c'est vraiment ça. Et pareil pour le supermarché. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il m'a même dit que lui, il s'occupe aussi un peu du SAV. C'est-à-dire que moi, ce qui est trop bien, c'est que je fais même pas valider mes vidéos à qui que ce soit. Et le pire, c'est qu'à la fin, il me dit les marques, enfin les boîtes, les machins, le supermarché avec qui j'ai bossé, le système de copie de location, ils me disent ils sont trop contents. Et je suis en mode putain, moi j'avais l'impression de me faire démolir la gueule à chaque fois. Et là en fait tu me dis que c'est le paradis en fait. Et lui il me dit ouais franchement c'est trop facile de travailler avec toi. Les gens sont contents après, c'est facile pendant. En plus lui il est entre guillemets d'une certaine manière, à partir du moment où on est sur le tournage, globalement il a fini son taf tu vois. Enfin, il me dit que lui c'est très facile pour lui. Et c'est là où je me dis mais putain mais là j'ai débloqué un truc avec lui. C'est pour ça que je fais des vidéos de plus en plus en fait c'est des vidéos de plus en plus infaisables pour des gens qui démarrent YouTube tu vois. Il y a aussi cette question il y a aussi une question stratégique, tu vois, mais là aujourd'hui, je suis le numéro 1 sur YouTube Japon. C'est sympa de faire des vidéos avec des bons scripts, etc. Tu vois, j'ai affiné ma plume avec toutes ces années. Mais il y a des vidéos, tu vois, la vidéo typiquement là, que j'ai fait avec la copine de location, c'est des vidéos où il y a des barrières à l'entrée, mais monstrueuses pour quelqu'un qui commence, quoi. C'est infaisable ce genre de format. Parce que même si ça coûte, pour moi, on va dire, ça coûte pas cher, parce que voilà, j'ai un certain budget disponible pour les vidéos. C'est quand même un petit 4000 balles tu vois. Donc pour moi c'est rentable, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui commence YouTube il peut jamais investir ça tu vois. Surtout pour une seule vidéo. Tu vas me poser la question je pense, du coup je te réponds tout de suite. C'était avant qu'il y ait mon fixeur. Mais ma vidéo qui m'a coûté le plus cher c'est ma vidéo avec les poissonniers. J'allais pas poser cette question. Peut-être. Ma vidéo avec les poissonniers que j'ai fait elle m'a coûté 11 000 balles au total. Ce qui est ridicule quand on compare à d'autres youtubeurs finalement. Bien sûr, ce qui est ridicule. Mais en fait, c'est parce que aussi, moi, je garde un côté très roots. Hein. Enfin, je veux dire, dans le sens où j'ai la chance de pouvoir faire des tournages qui sont très différents des tournages divertissement pur. Et moi, je me balade à droite à gauche, etc. Je vais à la rencontre de personnes, je vais discuter avec eux. Et ils sont pas c'est pas des comédiens. Ce que je veux dire, c'est vraiment, j'essaie d'avoir les mecs dans leur élément. C'est ça. Et il y a un côté très roots. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ce côté très réel dans les vidéos. Genre il y a pas d'astuces, de reprises, de machin. C'est que le mec il fait un truc ou quoi, tu vois. Là typiquement je suis allé voir un forgeron. Vraiment le mec il forge devant moi, tu vois. Et sans sécurité, quoi que ce soit. C'est-à-dire que le mec à un moment il tape sur le marteau, je me suis pris sur la gueule, mais un wagon d'étincelles quoi. Mais l'image par contre elle est mais incroyable. Donc là ça va t'ouvrir tout ça, ça t'ouvre quand même pas mal de portes. Et en fait ça me fait gagner du temps aussi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je pouvais les faire, par exemple quand j'avais fait avec l'huissier affineur, quand je l'ai emmené visiter les fromages, j'ai tout fait moi-même et le résultat à la fin est similaire. Hein. Mais c'est juste que moi ma dose de stress mais moi ma dose de stress c'est énorme parce que moi je dois faire le forcing, je dois être à la fois en train de réfléchir à ma vidéo, réfléchir au comportement du gars, réfléchir aux guests et tout. Moi ma tête elle allait exploser. Et surtout du coup t'as plus à gérer l'inconnu qui peut se passer pendant tes tournages. Alors, un peu quand même. Un peu quand même, mais si tu veux, j'ai moins ce truc de me dire peut-être le mec va pas être chaud. Là, le mec il a accepté, il est validé, il peut pas ne pas être chaud, tu vois. D'ailleurs, là-dessus, je rebondis. Est-ce que tu as eu peut-être des moments où, avec ton fixeur, tu as obtenu des contacts ou quoi, mais quand ils ont entendu ah, mais finalement c'est YouTube, non. Non, alors il y a eu une fois, mais c'est pas forcément YouTube, c'est parce que. Ah, c'est rigolo ça, j'en parle en plus dans un truc, mais en gros, je suis un YouTuber au Japon, mais en France. Donc moi j'ai le saint pouvoir de pouvoir dire le Japon, dire ouais le Japon c'est trop bien, genre sing in Japan, oh tu vois.
Mais j'ai aussi le saint pouvoir de dire le Japon parfois c'est de la daubasse sur certains domaines, tu vois. Et ça, mes confrères étrangers qui sont youtubeurs Japon, mais pour les Japonais, ils ne peuvent pas dire ça. Ils sont obligés de dire que du bien. Et j'ai vraiment compris pourquoi. Parce que moi, effectivement, il y a certains moments où on me refuse des trucs parce qu'ils vont voir la chaîne et ils voient vaguement que tout n'est pas rose sur le Japon dans ce que je raconte. Et du coup, ils ont peur et ils n'ont pas envie. Tu vois. Je comprends, ce que je comprends aussi. Hein. Mais voilà, tu vois, il y a des gens qui parfois n'acceptent pas. Typiquement, les idoles, là, la vidéo idol que j'ai faite, le premier groupe était beaucoup plus fat qu'on avait en contact, mais beaucoup plus chiant aussi. Et quand ils ont vu la chaîne YouTube avec 2-3 trucs un peu négatifs, ils ont dit non. Ok. Voilà. Okay, ouais, c'était vrai. C'est ça. Très bien. On a pas mal parlé de vidéos, donc on va s'élargir parce que il y a un moment. Alors, certains créateurs se le disent assez tôt, d'autres beaucoup plus tard. C'est justement, je suis aussi un créateur, je suis un entrepreneur et je vais peut-être faire d'autres choses. Il y a d'autres choses qui m'animent. Très clairement. Toi, il y en a pas mal. Ouais. Récemment, il y a le manga, il y a le Café Mahou. Déjà, à quel moment tu commences à te dire je vais me lancer dans d'autres projets et comment tu te structures pour ça? Je me suis pas structuré. chose. Non, en vrai, le vrai truc, c'est qu'au début, j'avais ouvert une collection de fringues Oni avec Reyes. Avec Reyes et en fait la suite logique c'est de faire soi-même sa propre marque, tu vois. C'était qu'une étape. En vrai c'était trop bien Reyes d'une certaine manière parce que c'est un projet où tu peux que gagner de l'argent. Parce que je touchais un pourcentage sur les bénéfices. Top terminé. J'investis 0, je fais que gagner de l'argent. Et en fait ce qui est à la fois bien et pas bien dans ce truc de youtubeur, c'est que les youtubeurs on apprend pas, enfin même tous les influenceurs on n'apprend pas à investir. On n'est pas des vrais entrepreneurs au début. Oui. C'est parce que en fait un vrai entrepreneur ça investit 100 pour gagner 120. Tu vois, on va dire globalement, je grossis très, mais voilà, c'est un peu ça. Un youtubeur, il investit 0 et il gagne. Ouais. Il investit du temps. Il investit entre guillemets du temps, entre guillemets de production, de l'énergie, mais très peu d'argent en fait. Tu peux devenir youtubeur avec très peu d'argent finalement, tu vois. Et ce qui n'est pas le cas des projets. Tu es obligé d'investir énormément d'argent. Et je me souviens, au début, quand j'ai lâché 200 000 € pour démarrer ma marque de fringues. Ouais. T'as peur? L'angoisse, plus que la peur, l'angoisse, tu vois. L'angoisse, et c'est là où j'ai compris ce que c'était vraiment d'être entrepreneur. Aujourd'hui, c'est ce genre de sommes qui me font plus peur. Parce que tant que c'est pour investir, ça me fait plus peur. Mais effectivement, au début, c'était effrayant. Hein. J'étais en mode, la vache, est-ce que je fais pas une énorme connerie? Comment ça va se passer, tu vois? Donc ouais, c'était très stressant. Après, pour le côté, comment j'ai eu l'idée, franchement, c'est un peu le truc naturel, tu vois. Je veux dire, tous les youtubeurs, ils ont fait des bouquins au début. Puis après, c'était les fringues. Là, maintenant, c'est les restaurants, tu vois. Il y a beaucoup de restaurants en ce moment. Ouais. Beaucoup de restos de merde, mais beaucoup de restaurants. T'as fait 3 vidéos déjà. Ouais. Malade, vraiment pas le même niveau entre tous. Hein. Ouais, clairement. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, t'as plusieurs projets, t'as la marque, t'as les vidéos, t'as le manga. Bon, pour le café, t'as déjà établi un partenariat dès le début. Ouais. Donc, ton investissement, enfin ton temps en termes d'investissement, ça va. Est-ce qu'à un moment, tu te dis, peut-être pour la marque, alors tu bosses peut-être avec Individuals aussi ou ouais, je suis avec Indie, ouais. Est-ce que tu te dis, là, il va falloir que je mette quelqu'un ici qui va gérer ça parce que je vais pas arriver à être sur tous les tableaux à la fois? J'aimerais bien pour Oni. C'est vrai que pour Oni, quand on me demande combien de personnes sont sur Oni, le reste c'est des prestataires. Tout le reste c'est des prestataires. Il n'y a personne dans ma boîte qui est sur Oni. Et parfois il y a Simon, il fait 2-3 designs, mais c'est vraiment très subsidiaire quoi. Après c'est Simon qui s'occupe aussi des shootings photos. Mais sinon, à part ça, c'est que moi en fait. Okay. Toutes les gestions, on va dire, c'est que moi. Et le problème, c'est que c'est dur de trouver des gens compétents, tu vois. Ouais. Je vais être honnête, hein. Moi, si j'avais quelqu'un de compétent, oui, je le prendrais, tu vois. Mais si c'est juste pour avoir quelqu'un à qui, encore une fois, un peu robot, où je dis voilà, faut que tu fasses ça, 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 pour qu'à la fin, entre guillemets, je me dise c'était mieux géré quand c'était moi, ça m'intéresse pas. En plus maintenant tu dois peut-être avoir le problème de quand tu veux recruter quelqu'un, il y a trop de monde qui vont se présenter à toi. Ça va, il n'y a pas forcément trop de monde, mais c'est vraiment encore une fois, hein, moi je le ressens, hein, c'est dur d'avoir des gens qui sont vraiment compétents dans un domaine. Hein. Enfin je veux dire déjà s'ils étaient, enfin c'est un peu horrible à dire, mais s'ils sont compétents, tu vois, ils sont pas trop en train de chercher du taf généralement. Ouais. Tu vois, s'ils sont trop compétents, ils sont à leur compte. Enfin, tu sais ce que je veux dire, il y a souvent un peu ce faut aller les débaucher quelque part. Ouais, il y a un peu de ça, tu vois, il y a un peu de ça, donc c'est un peu compliqué. Là en ce moment, ce que je cherche, c'est quelque chose là où j'ai moi très peu d'expertise, c'est sur tout ce qui est partie ad Facebook. Ouais. Tu vois, ça, j'aimerais bien que quelqu'un maîtrise bien ce truc-là pour entre guillemets mettre en avant parce que c'est un énorme pôle qui serait trop intéressant, surtout que j'ai des pièces qui boomeraient avec ça. Et j'ai pas du tout le temps de ou de rechercher ou quoi, donc pour l'instant. Je le fais tout seul, il y a plein de projets qui sont un peu lents à cause de ça.
Parce que tu vois, je fais trop de trucs. Même en ce moment là, je fais trop de choses. Il faut que je fasse attention à moi. C'est la deuxième fois que j'ai un craquage santé en 6 mois. Avant, ça arrivait moins souvent. Là, en 6 mois, 2 fois, ça fait beaucoup. Donc ouais, Oni, moi, c'est vraiment le moment loisir pour moi. J'adore. Hein. Ok. D'ailleurs, j'ai que des protos sur moi. J'ai vraiment que des protos. Voilà. Parfait. Mais en plus, tu m'as trouvé une transition toute faite. On avait dit que j'allais aborder ce sujet-là, le sujet un petit peu de quand on fait beaucoup de choses comme ça, comment on fait pour essayer de se maintenir en forme, faire attention. Bon, visiblement, il y a eu peut-être un peu d'excès. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais attention à ton sommeil, à ta forme? On parlait de sport tout à l'heure. Sommeil, ça va. Sport, quand j'ai commencé le sport, j'ai vraiment commencé que pour être plus optimal au niveau du taf. Ouais. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'y aller. Ça me fait chier que quand je peux pas y aller. Ouais. Parce que tu passes par différentes phases. Au début, c'est motivation. Après, c'est discipline. Après, c'est accro. En fait, t'as juste envie d'y aller en fait. Non, c'est un peu dur. Là, je suis vraiment dans une phase maintenant où je réfléchis plein de trucs. Typiquement, j'essaye de me détendre en faisant des activités neutres. Okay. Alors en gros, ce que ça veut dire, c'est typiquement quand j'ai envie de prendre une pause, c'est pas jeu vidéo, c'est pas scrolling. C'est tu veux prendre une pause, ok, tu fais rien, t'éteins ton téléphone et tu restes comme ça. Ok. Tu joues plus à Hearthstone? Non, je joue plus. C'est vrai? J'ai arrêté, J'ai arrêté. Et je neutre, tu vois. Soit ça. Donc maintenant, je m'allonge dans l'herbe. Tu médites? Non, mais vraiment, je m'allonge dans l'herbe. Tu vois, j'ai envie de 5 minutes de pause. En fait, je me discipline un peu par rapport à ça. En mode, si tu veux vraiment. Et c'est 100 fois plus efficace. Hein. Je te le dis, ton cerveau, il décompresse, mais 100 fois plus vite. Parce que tu lui mets rien, en fait, dans la tête. Et les pauses, tu vas les chercher au feeling ou tu vas les chercher, tu te les imposes comme le fait Kevin Tran Non, je fais au feeling parce que en fait, même maintenant, le lundi, mardi, j'essaie de les bloquer pour écrire mes vidéos. Parce que en fait, l'écriture, c'est très dur dans le sens où c'est une activité qui demande 100% de ton mental, tu vois. Pas 99. Ce qui fait que dès que t'es coupé, c'est horrible. Ce qui fait que ces jours-là, c'est téléphone en mode avion. Ouais. Et les livraisons, c'est Jill qui va les chercher, tu vois. Voilà. Mais c'est pour ça, j'essaie de me discipliner par rapport à ça. Et niveau santé, j'essaie de faire attention. Là, c'est un petit peu dur en ce moment pour pas cacher. Là, la période est un peu horrible. J'espère que normalement, début septembre, ça devrait aller mieux. Mais là, jusqu'à fin août, là, je rigole pas trop. Ok. C'est un peu, il y a ce côté aussi, du coup, tu te déplaces beaucoup, que ce soit en France, etc. Et du coup, cette instabilité, par exemple, je parlais du sommeil, tu as dit c'est ok, mais sommeil, même pour l'alimentation, est-ce que tu arrives à manger cool? Alimentation, c'est nickel. Alimentation, sommeil, je suis nickel. C'est juste vraiment, je fais des vidéos, des journées qui sont costauds. Je me réveille, je commence à travailler à 9h, je finis à minuit et demi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'ai mangé 2 fois entre temps. Et c'est tout. Voilà, c'est littéralement tout, tu vois. Ouais. Ça ressemble à ça, c'est pour ça, c'est dur. Globalement, en moyenne, j'ai 35 conversations en moyenne par jour. Ok. Différentes. D'interlocuteurs différents. Tu sais, sur WhatsApp. Faut arriver à garder le fil. Ouais, c'est pas forcément ça, mais tu sais, WhatsApp, parfois, tu sais, quand je commence à faire des. Tu sais, genre, quand t'envoies un message à quelqu'un, tu sais, juste tu tapes sur l'icône et tu vas. Moi, j'ai tellement d'icônes, je tape d'abord le nom de la personne et après, je peux aller dans la conversation en fait. Ouais. Maintenant, je travaille que comme ça. Et je me suis dit, ça commence à devenir beaucoup là, tu vois. Il y a ça, sans parler des mails aussi. Mais il y a plein de projets, ça sert à. En fait, il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu devrais déléguer, mais en fait, ça sert à rien en fait. C'est juste là, je fais un peu trop de trucs. En ce moment, là, il y a un peu trop de trucs en même temps. Et vraiment. Tu veux recentrer un peu. Il y a ça, mais le plus gros problème en vrai, c'est pas les projets. Hein. Le plus gros problème, c'est les vidéos. C'est les vidéos Louis San uniquement. C'est ça, mais en fait, c'est très quali, tu vois, et c'est grâce à ça que tout tourne. Mais putain, c'est vraiment c'est destructeur as fuck. Hein. Genre une vidéo comme. Il y a aussi un autre truc là, j'essaie de faire. J'essaie aussi de ralentir mon rythme de parution. YouTube, j'ai essayé de le faire là au mois de juin. YouTube, il m'a mis une savate, une mandale en mode. D'où tu veux ralentir le rythme? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? J'allais demander justement si les vacances étaient une option pour toi. Non, là j'en ai pas. Mais par contre, en juin, là j'ai voulu faire une vidéo toutes les 2 semaines. Ouah, YouTube il m'a pas raté. Hein. Là je suis revenu. En fait, c'est pas sur la vidéo directe en fait. C'est juste au bout d'un moment, c'est comme si tu cumules des points de malus ou des trucs comme ça. Et d'un coup ils sortent. Là je te jure, ils sont sortis, ça a fait mal. Hein. Donc du coup, là en urgence, j'ai dû reprendre des vidéos, etc. Mais j'avoue, j'aimerais bien à terme arriver à une vidéo toutes les 2 semaines. Même ne serait-ce que parce que je trouve qu'au bout d'un moment, il y a des vidéos que je sors, elles sont pas réalisables en hebdo en fait. Ouais. C'est faux. En fait, elles sont faussement en hebdo juste parce que il y en a certaines où je me suis tué la gueule
Et derrière, on a pu les commencer avant, et donc c'est pour ça qu'elles sortent entre guillemets en une semaine, tu vois. Mais sinon, c'est complètement mensonger. Et aujourd'hui, du coup, quand tu dis c'est pas possible, parce que bon, l'algo du coup te repropose moins et du coup tu perds, c'est parce que en termes d'équilibre des revenus, toutes les autres activités, enfin tout reste indispensable, c'est ça. Tu te dis. Le truc c'est que tout est drivé par la chaîne principale Louis-San. Ouais, ça c'est indéniable, tu vois. Donc c'est juste que j'aimerais bien en ralentir un peu le rythme, etc. J'ai réussi à le faire sur la chaîne Louis, sur la chaîne secondaire, et waouh, ça a été incroyable. Je vais te le dire honnêtement, c'était une des meilleures décisions stratégiques, je parle bien, parce que vraiment. Les vues ont fait pas loin de fois 1,5, fois 2 en ralentissant le rythme. Ouais, comme quoi. Et donc C'était instantané ou il y a eu une période de transition quasi instantané. J'étais très surpris là-dessus. En fait, c'est à un moment donné, je faisais et j'ai dit vas-y, j'en ai ras le cul. De toute façon, il y a Louis-San qui est le blocos, tu vois, tant pis, sur la chaîne Louis, elle prend tarif. J'ai fait ça et je fais qu'est-ce qui se passe sur les vues là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui l'écart entre les vues, tu vois, sur la chaîne secondaire, allez, Louis et la principale, sur du moyen terme, on va dire qu'il est de allez, j'ai 2 fois plus de vues sur Louis-San. Sur du long terme, c'est plus x3. Mais en termes de travail, on est sur du 1 pour 10, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment, quand je te dis Louis-San, ça me démolit. Alors les vidéos, typiquement la dernière vidéo Idol que j'ai faite, je l'adore, tu vois. Mais il y a un travail de monstre dans le sens où en fait déjà je récupère les rushs, déjà on tourne le truc, c'est déjà on va dire sur 2 jours. Ensuite moi on va dire on retravaille les rushs pour que les monteurs puissent travailler dessus. Donc ensuite je fais sous-titrer via une IA les passages qui doivent être sous-titrés parce que c'est en japonais, hein. Donc il y a ça. Ensuite les monteurs font leur travail, on réassemble les parties, on réajuste les trucs ensemble. Ensuite moi je récupère le truc, je vais sous-titrer du coup plus correctement toute la vidéo, et ensuite on la sort. Et tu comprends bien que ça rentre pas en une semaine en fait. Même en full stack, ça rentre pas en une semaine. Faudrait que tu aies rien à faire, faudrait que les gens fassent tout le boulot pour toi et que tu aies dans le truc. En termes de jours hommes, sur la vidéo Idol, il y a 10 jours. C'est-à-dire que s'il y avait une personne sur le montage, il y aurait 10 jours de taf, tu vois. Et mec, sans compter ma partie. Donc sans compter ma partie à 10 jours, tu vois. Donc mec, tu vois, c'est ce genre de vidéo. Et c'est pour ça que j'aimerais bien passer à toutes les 2 semaines, parce que ne serait-ce que pour la vidéo, je trouve que ce serait entre guillemets plus valorisant. En fait là, si tu veux, j'ai un peu l'impression les gens ils les apprécient à leur juste valeur, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste, à force de les bombarder comme ça fait un peu consommable. Alors que mine de rien, tu vois, c'est un peu comme quand JDG sort une vidéo. Je dis oh, JDG a sorti une vidéo, je me pose, je la regarde bien, quoi, tu vois. Bah c'est un peu la même idée, enfin pas dans la même ampleur, mais j'aimerais bien un peu instaurer la même idée sur mes vidéos, quoi. Sachant que les rarifier, quoi. Bah un peu les rarifier, mais surtout sur le concept, dans le sens où c'est un événement. Ouais, pas forcément c'est un événement, mais c'est pas du hebdo, quoi. En fait le truc c'est que j'ai regardé honnêtement sur YouTube pour voir s'il y avait des gens qui faisaient des trucs aussi chargés que ce que je fais en hebdo. Il y a Max Skies qui fait des trucs très chargés, mais lui il reste toujours en intérieur. Mais par contre il y a quand même des gros, enfin pareil, hein, lui il y a du monde et il y a du taf, hein, je vous le dis. Mais sinon je vois personne d'autre. Honnêtement j'ai vu personne d'autre. J'ai pas regardé tout le YouTube, tu vois, je connais pas tout le monde. Mais sur du truc hebdo à cette ampleur là, j'ai vu personne. Donc là tu réfléchis du coup à cette stratégie de comment tu vas pouvoir passer finalement sans subir c'est ça. YouTube. C'est ça. Là c'était vraiment, j'ai voulu le faire, peut-être c'est la période qui était pas le bon moment. Mais aussi c'est dur, hein, YouTube, si tu veux, depuis 3 ans. Mais enfin même plus, hein, mais depuis le début, hein, quand tu prends depuis le début, mes vidéos elles font que monter en qualité. Et le rythme il change pas beaucoup. Ça. Donc au bout d'un moment, tu vois, il y a un moment l'équation elle marche pas, tu vois. C'est pour ça effectivement mon corps a craqué, il a craqué fort en plus. Moi quand je craque c'est vénère. Là j'ai eu il y a 2 semaines, un peu plus. Non plus, il y a 3 semaines. J'ai eu sinusite. Vénère. J'ai eu colique néphrétique. Et j'ai eu décrochement cage thoracique. Les 3 en même temps. J'étais sous opium. Tu vois, donc vraiment un peu vénère. Là, je me suis dit, waouh. Et en plus, c'était juste avant ma grosse période de taf au Japon. Je peux te dire, mec, j'étais en mode en train de méditer, en train de me dire, il faut que mon corps se répare pour que je sois à peu près opérationnel, quoi. Mais c'était une grosse session assez difficile là. Et ça, tu penses, c'est lié à la charge de travail large. Mec, c'est trop évident, tu vois. Genre, colique néphrétique, je le sens, etc. Je prends pas de pause. Je prends jamais de pause, tu vois. Enfin, je veux dire, même hier, tu vois, j'avais entre 2 dédicaces, j'avais 2 réus, tu vois, des trucs comme ça.
Mais après, je kiffe un peu, hein, je mens pas, hein, je kiffe un peu ça. Bien sûr. Et aussi, je sais que j'ai au fond de moi un peu ce truc où je veux rien manquer. Je veux rien manquer. Je veux que quand ça s'arrête, je me dise ah, j'ai tout donné. Ouais. Et que j'ai pas le moindre parcelle d'ombre de regret à me dire ah, j'aurais pu un peu, tu vois. Et là, pour l'instant, je suis, tu vois, même quand je foire un truc, je me dis jamais ah, j'aurais dû pas taffer plus. Je me dis parfois j'aurais dû faire les choses différemment, mais jamais je me dis j'aurais dû taffer plus. Ça m'arrive jamais. Et du coup, toi, tu as décidé d'être transparent justement sur tes petits soucis de santé, etc. Ouais. Tu penses que ça fait quand même partie aussi du milieu des créateurs? Il y en a qui le planquent complètement sous le tapis. Moi, pour le coup, alors je pense que c'est plus facile à ne pas cacher parce que moi, c'est des trucs un peu de surmenage, tu vois. Ouais. Et je m'en sors aussi, tu vois. Ouais. Là, je suis en forme, je cours, je suis à la salle et tout. C'est juste, je sais que c'est passager. Ouais. C'est aussi grâce au sport c'est grâce à mon sommeil, à mon sport et à mon alimentation que je me répare très vite, hein, d'une certaine manière. Parce que en vrai, tu vois, coït néphrétique, en fait, c'est juste que je sais que si j'ai les bons trucs, ça part. Donc ça fait très flipper. Mais en fait, si j'ai les bons médocs, c'est en 5 heures, c'est réglé. Et même à ce moment-là, tu ralentis pas. Bah en fait, j'ai pas le choix. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est que j'ai des trucs où j'ai pas le choix. Et même ça a été un peu des sujets de discussion un peu deep avec ma copine, tu vois, avec Alexandra, parce que quand elle me voit, elle sait très bien d'où ça vient, tu vois. Donc il y a eu ça. Mais en fait, c'est moins assumable, je comprends, parce que je suis dans le YouTube game et je sais, il y en a beaucoup qui sont sous antidépresseurs. Ok. Mais c'est pas pour les mêmes raisons, tu vois. Ouais, ça c'est plus la pression des stats dans la tête, la pression de la chute, etc. Moi aussi je l'ai, hein, je te cache pas, hein, je suis matrixé par les stats. C'est juste, t'apprends à... C'est dur, tu vois. Même moi là récemment ça allait bien sur les stats, etc. Je me disais je commence à être un peu détaché, etc. Je me suis pris une mandale, ça fait mal, hein. Ça fait mal, tu te dis putain, ok, comment je gère ça, quoi. Okay. Et je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus... fragile, même si le terme n'est pas forcément le bon, mais voilà, fragile, sensible plutôt par rapport à ça. Et tu serais très très surpris de découvrir le nombre de personnes qui sont sous antidépresseurs. Ok, non mais c'est intéressant. Et pour il nous reste quelques secondes là. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler un peu de la Japan Expo? T'as des choses à nous raconter là? T'es venu Ah ouais, attends, il y a l'anecdote de ouf. Alors il y a un truc qu'il faut savoir. Je déteste les journalistes. Ok. J'ai un truc historique familial aussi par rapport à ça. Ouais. Parce qu'on a roulé dans la boue le nom de mon père par rapport à ça, où ils ont bien volontairement mélangé plein d'affaires en même temps pour bien ne pas dire la vérité. D'ailleurs ça c'est un truc de gamin. Mais moi je pensais qu'on était, quand j'étais gamin, mais genre tu sais gamin 6-7 ans, tu sais quand t'as des trucs, t'as les adultes qui t'apprennent plein de trucs, tu vois. Et tu sais on te dit faut pas mentir, machin, etc. Moi naïvement, je pensais que si tu mentais quand t'étais adulte et que t'écrivais des choses fausses, même si tu pensais que c'était la vérité, tu étais puni. Ok. Tu vois, déjà le mot puni, c'est genre punition. Et très 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 déçu une fois à l'âge adulte de découvrir que oh là là, ce n'est pas très vrai, dis donc Louis. Donc il y a eu ça. Et donc typiquement quand j'ai ouvert le Café Marou, j'ai eu pas mal de journalistes qui m'ont demandé des trucs. Et c'était n'importe quoi. En fait, je t'explique pourquoi. C'est parce que imagine, je sais très bien comment ça se passe. Les mecs sont pas là pour me faire de la pub, hein. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils veulent leur titre, leur article, choc, buzz. Qui va taper, qui va être et forcément qu'est-ce qui buzz, c'est le négatif, hein. Bien sûr. Demain tu fais une news, bonjour, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, mais une grosse star de télé-réalité a donné 1 million pour la fin dans le monde. T'auras pas un article, tu vois. Alors là, ça va être très calme dans le paysage. Et du coup, dans l'ouverture de mon Café Marou, ce qui se passerait, c'est imagine, tu vois, on pose des questions, etc. On me dit oui, alors on a vu que vous êtes associé avec le groupe Kintaro pour faire ça. Mais alors comment ça se passe? C'est parce que vous pensez que vous n'étiez pas légitime à le faire tout seul, tu vois. Et du coup, moi j'aurais pu répondre oui, effectivement, j'ai pas de légitimité concernant le métier de la restauration. Oh, pas légitime. Voilà. Titre de l'article, voilà. Louis-San se dit pas légitime sur son restaurant. Voilà. Ça se passe comme ça en fait. Ouais. Donc du coup, je veux pas, donc je refuse. Catégoriquement, et à pas confondre avec je refuse de travailler avec la télé, tu vois. Typiquement j'ai des trucs là, j'ai des émissions, etc. Parce que je sais qu'est-ce qui va sortir à la fin, je sais qu'on se fout pas de ma gueule. Et il y a des trucs quand je sais que je contrôle pas à la fin ce qui va se passer, je veux pas. Et là récemment, hier, c'était trop drôle. Hier j'étais en dédicace comme ça, tranquillement, et c'est très bien organisé, il y a mon éditeur, ça. Et il y a une personne de ma maison d'édition qui vient me voir, qui me dit oui, il y a des gens de Canal+ qui sont là, ils me disent qu'ils ont un truc avec toi, etc. Et ils veulent filmer pendant la dédicace. Je fais alors ouais, j'ai un truc avec Canal+, mais c'est à la rentrée, c'est pour une émission. Jamais il a été question de Japan Expo, je comprends pas, tu vois.
Et du coup, ils me disent ouais mais en fait ils veulent vite fait filmer comme ça. Et je dis mais c'est trop pas le moment. Enfin, les gens ils sont là, ils ont pas envie d'être filmés, tu vois. Je veux dire, je suis en dédicace, même moi j'ai pas envie. En plus c'est pourquoi, c'est quel sujet, je comprends pas. Je dis non. J'ai dit bah non qu'ils aillent se faire quoi, un peu. Et du coup moi j'ai rien dit, mais eux ils sont partis. Elle est partie les voir. Ils étaient 4, grosse cam, tout ça et tout, en roulant un peu des mécaniques. Elle leur a dit bah du coup c'est pas possible quoi là. Et les mecs choc-barre. Ok. Tellement chaud, tu sais, c'est vraiment la télé, ils ont pas l'habitude qu'on leur refuse. D'habitude, tout le monde leur dit ah la télé, venez. Et du coup, moi j'ai dit bah non. Et ils étaient choc-barre, tellement ils étaient choc-barre, mais ils sont restés plantés là en fait, devant à la sortie de mon stand là. Et à tel point qu'elle a dû retourner au bout de 10 minutes, leur dire non mais en fait, y a pas moyen en fait, c'est mort en fait. Et à tel point ils étaient choqués. Ok. Mais moi je suis très content quand voilà, c'est ce genre de personne, tu vois, qui se pense un peu toute puissante. Bah, se prend ce genre de truc. Alors ouais, je sais que de leur prisme, tu vois, je suis le youtubeur prétentieux, j'en ai plus rien à faire. Ouais. Tu vois, genre c'est le genre de truc aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Tu me prends prétentieux, très bien, y a pas de souci. Moi tout ce que je veux c'est qu'à un moment donné, si ton reportage c'est pour faire la Japan Expo, regardez ces otaku qui viennent par nombre voir le youtubeur Louis. Non, c'est bon. Moi si c'est pour faire ça, tu vois, je veux pas. Ouais, bien sûr. Et il y en a beaucoup encore. Je pense au Mon Corvo qui a 2 ans je crois avait accepté. On s'est foutu de leur gueule, tu vois. En fait, c'est relou. Toi, t'as l'impression de. En fait, toi, tu acceptes un truc, tu rends service au gars, et le gars, en fait, te met dans la boue, tu vois. Ouais, non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Tu vois. Moi, je conseille d'ailleurs à tout. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Je rencontre. Il y a très peu de gens qui peuvent me dire, qui me disent aujourd'hui ah putain, j'ai bossé avec la télé, ça s'est super bien passé. Ouais. Il y a personne me dit ça. Tout le monde me dit ouais, c'est pas du tout comme ça a été fait n'importe comment. C'était mal organisé, ça a eu aucun impact, j'ai que des trucs comme ça. C'est vraiment, en fait, faut vraiment se mettre dans leur tête. Tu te dis, eux, à ton avis, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent te mettre en avant ou ils veulent te démolir? Et généralement, la réponse, c'est pas trop ce que t'as envie. Hein. Ouais, non, mais complètement. Voilà. C'est vrai que c'est ce qu'on entend globalement. Et c'est ce qui amène cette image aussi de la télé que notre génération peut. C'est ça que j'accepte plus facilement les trucs internet. Ouais. Parce que typiquement, déjà, je suis plus à l'aise. Mais tu vois, quand j'ai fait des podcasts sur la planche ou des trucs comme ça, le gars, je le rencontre, etc. Tu vois qu'il connaît le sujet en fait. Enfin, genre vraiment, parfois t'arrives sur les trucs télé. Typiquement, Marie, ça va parce que Marie, elle est du milieu aussi. Oui. Donc là, ça va. Ouais, mais quand tu vas rencontrer des gens qui peuvent un peu prévivre ce que tu vis. C'est ça. Mais par contre, braquage de caméra sur ta gueule avec le mec derrière qui est pas la caméra, ça, c'est pas bon signe. Ouais. Et t'en as pas eu des journalistes justement pour tes 2 bouquins? Non, pas du tout. Ils s'en fichent, hein. Okay. Ils s'en fichent complètement. Hein. C'est souvent, on voit des promos de bouquins de youtubeurs, c'est pour ça. Par contre, j'ai le pass culture. Mais ça, c'est un truc cool. Ouais. Ça, c'est un truc très cool. Mais par contre, j'ai vraiment bien senti quand c'était un café-restaurant là. J'ai eu le Parisien, j'ai eu des trucs un peu 20 minutes, un peu le genre de truc, tu vois, etc. D'ailleurs, même un journaliste du Parisien qui a beaucoup demandé à ce que je fasse un truc avec lui. Pour le coup, lui, j'ai pas refusé, catégoriquement, mais c'est juste que comme je sais pas comment ça va être tourné, je peux pas accepter. Tu vois, tu peux pas. Tu peux pas, tu vois. Faut avoir le. Mais c'est un peu injuste, hein, je considère que c'est un peu injuste parce que tu vois, il y aurait un truc Combini, je serais plus à même d'accepter. Parce que Combini viennent un peu plus d'internet, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes leur interview ou les trucs comme ça, ils sont pas en train d'essayer de démolir les gars. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif, tu vois. Alors que les médias conventionnels, c'est rarement positif quand ils parlent de youtubeurs. Non, pour l'instant, non, malheureusement. Quoi. Ah oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça exactement. Un dernier mot sur le monde des conventions, parce que nous, c'est notre univers, malheureusement. Je sais qu'avec c'est pas toujours facile quand on est créateur, notamment quand on grandit, la relation parasociale avec les gens, etc. Bon, là, avec les gens, ça se passe trop bien. Avec les gens, il n'y a jamais de soucis. Ah, c'est pas avec les gens le problème. Hein, allez, une autre anecdote. On va s'arrêter là sur les anecdotes. Non, en vrai, je vis la meilleure Japan Expo que j'ai jamais eue de ma vie pour l'instant. Ok, cool. Ouais, vraiment, l'organisation là, elle est au poil, c'est incroyable. Même moi, je suis surpris. J'ai un stand, mon gars. Enfin, pour les dédicaces, c'est très grand. Il y a un coupe-fil, c'est super bien organisé, c'est magnifique. Bah voilà. Cette année, c'est trop bien. C'est parfait. Bah merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On te retrouve en dédicace où? On me retrouve en dédicace sur le truc Amazing Star. C'est à côté du Hippopotamus. Et ce sera, je crois, à 14h. Je reprends à 14h. Je fais 14h, 16h, mais en vrai, ça ressemble plus à 14h, 17h. Hein. Ouais. Voilà. Ok, ça marche. Bah, merci d'avoir été là. Et c'est premier arrivé, premier servi. Voilà. Eh oui, exactement. Soyez nombreux. Et restez tout à l'heure, on fera gagner l'exemplaire collector en plateau. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et à bientôt.